Mercredi 15 juillet 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois à ce nouveau rendez-vous de journal en français. Les titres avant de commencer. La composition du nouveau gouvernement du Burundi inquiète la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Certains de ses membres sont accusés de violations graves des droits humains. Le président de cette commission appelle à la vigilance de la communauté internationale. Puis le parti CNDD-FDD veut à tout prix imposer les administrateurs. Le camp le plus parlant est celui de Kayanza, où les aspirants à ce poste du parti CNL sont emprisonnés en cascade depuis dimanche dernier. Vous aurez quelques détails dans ce journal. Chaque commune sera dotée d'un hôpital. Les centres de santé vont être transformés en hôpitaux au cours d'un point de presse. Le ministre de la Santé parle d'un souci du gouvernement de réduire les distances parcourues par la population pour aller se faire soigner. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Les élus au conseil communal à Kayanza pour le compte du parti Conseil national pour la liberté sont persécutés avec des emprisonnements en cascade. Le parti CNL dénonce une main du parti au pouvoir CNDD-FDD derrière ces emprisonnements dans le but de décrocher la place de l'administrateur de la commune Kayanza. Le CNL affirme aussi qu'une pression est exercée sur les élus communaux de ce parti en mairie de Bujumbura pour faire élire les candidats du parti au pouvoir CNDD-FDD lors des sénatoriales prévues au début de la semaine prochaine. Le point avec Thierry Bigirindavi. Sinzoumus Albert a été arrêté par le bureau du service national de renseignement en compagnie de la milice Imbonerakure dans la province Kayanza ce mardi 14 juillet. Il était à Kibingo, zone Murima de la commune Kayanza. Il est incarcéré au cachot du service national de renseignement à Kayanza. Un certain Nibitanga Roger avait aussi été arrêté 2 jours auparavant par le même service national de renseignement. Ces deux hommes sont des militants du parti CNL et les membres du conseil communal à Kayanza. Un autre membre du CNL, Dinodo Nyangiye, lui aussi élu au conseil communal à Kayanza, avait été arrêté puis relâché. Selon une source proche du parti CNL à Kayanza, Nyangiye a été libéré après avoir accepté de voter pour le parti CNDD-FDD lors de la mise en place du bureau du conseil communal. Selon des sources au sein du parti CNL à Kayanza, ces emprisonnements est une forme de persécution commanditée par le parti au pouvoir CNDD-FDD à des fins électoralistes. Le parti au pouvoir souhaite élire le bureau du conseil communal ici de ses rangs. Les mêmes sources à Kayanza affirment que pour y arriver, ce parti utilise la police et le service national de renseignement pour écarter certains élus du CNL. Cela d'autant que lors des dernières élections communales, dans la commune Kayanza, le parti CNDD-FDD n'a pas pu obtenir le nombre de sièges nécessaires au conseil communal pour pouvoir imposer le bureau de son choix. Sur 48 sièges à pourvoir, le CNDD-FDD n'a obtenu que 22 contre 21 du CNL et 5 du parti Sawanya Frodebu. 3 sièges manquent au CNDD-FDD pour avoir la majorité absolue au sein du conseil. Mais si l'élection de l'administrateur communal se tenait, alors que ces deux élus du CNL sont encore emprisonnés et que le 3e conseiller qui a été libéré vote comme il lui a été imposé, le CNDD-FDD serait rassuré de ne pas perdre au moins. D'après nos sources au sein du parti CNL en mairie de Bujumbura, le parti CNDD-FDD utilise la politique du bateau et de la calotte pour faire pression aux élus dans les conseillers communaux de la mairie afin qu'ils puissent faire élire les 2 candidats qu'il a présentés au sénatorial prévu ce 20 juillet. Dans la ville de Bujumbura, le corps électoral est composé de 119 conseillers communaux élus à mairie de Bujumbura. Le parti CNL est majoritaire avec 62 conseillers, le CNDD-FDD en 2e position avec 49 conseillers. Les 14 sièges restants sont du parti Iprona. Merci à Thierry Bigirindavi. La nomination de certaines personnalités accusées de violations graves de droits humains dans le gouvernement du Burundi devrait susciter une vigilance de la communauté internationale. C'est un appel de la commission d'enquête sur le Burundi qui doutait sur une quelconque amélioration de la situation des droits humains au Burundi tant qu'il n'y ait pas encore des signes de volonté politique. Doudou Diène, président de la dite commission, l'a dit ce mardi après la présentation orale de la 44e session du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Suivez le président de la commission, Doudou Diène. Je crois qu'il est tout à fait normal
que les pays voisins du Burundi, qui souhaitent la paix et la stabilité, parce que la paix et la stabilité du Burundi aussi, c'est leur paix et leur stabilité, qui pensent à la souffrance du peuple burundais qui dure depuis de nombreuses années, souhaitent tendre la main, comme nous le faisons, comme la communauté internationale le fait. Mais tendre la main signifie quoi? Ça signifie, dire qu'il y a une occasion historique de changer la situation sur le plan démocratique et du respect des droits de l'homme. 2, de demander des actes concrets, qu'il y a un changement sur ce plan. Et notamment, le troisième point, c'est la coopération avec les pays voisins, l'Union africaine, les institutions du système des Nations Unies, la commission d'enquête sur les droits de l'homme. Et donc, je crois que toute la communauté internationale est en attente, et l'OUA en premier. Donc, nous sommes dans cette phase critique où il est certain que des mesures cosmétiques ne seront pas suffisantes et que tous les États sont en train d'observer avec beaucoup d'attention, tant sur le plan des réformes institutionnelles et que sur le plan des actes concrets. Et là, le Burundi a l'occasion vraiment de prendre la parole et de démontrer à la communauté internationale que le contexte et l'occasion historique qui lui est offerte est en train d'amener des changements de fond. La composition du gouvernement, notamment la nomination au sein du gouvernement à des appareils extrêmement importants, de personnalités qui font l'objet d'embargo et de poursuites sur le plan international, et n'est pas un signe d'amélioration de la situation. Et donc, nous répétons qu'il va falloir être extrêmement vigilant sur ce que signifie la présence de ces personnalités au sein du gouvernement. Dans ce même ordre d'idées, le gouvernement actuel du Burundi n'est pas différent de celui de Pierre Nkurunziza. C'est la lecture qu'a fait Ernest Nkurunziza, secrétaire général du Forum pour le renforcement de la société civile, au vu du gouvernement actuel dont certains ministres sont accusés de crimes contre l'humanité. Ernest Nkurunziza trouvait que la situation pourrait même s'empirer. Les institutions actuelles, les institutions que nous avons aujourd'hui, ce sont des institutions qui sont léguées par le président Pierre Nkurunziza qui a installé un système. Vous savez, ce sont des institutions issues des coups d'État, des coups de force. Les institutions que nous avons aujourd'hui ne diffèrent en rien des institutions qu'on avait après 2015, les institutions qu'on avait avec le régime du troisième mandat. Est-ce que les élections ont été régulières? Est-ce que les élections, les soi-disant élections de 2020, comment est-ce que ils ont été caractérisées par quoi? C'était des institutions caractérisées par la violence des armes, par la violence des Imbonerakure, par les violations graves des droits de l'homme, des opposants. On a emprisonné des opposants politiques. On a tué des opposants politiques. Hein? On a fait un hold-up, on a volé les scrutins. Est-ce que cela diffère d'un coup d'État? Vous savez, le président Évariste, aujourd'hui, il a été imposé par sa clique. Maintenant, la clique est plus forte que lui. Il fera ce que la clique veut. Parce que s'il ne le fait pas, il risque d'avoir des problèmes. La clique est tellement forte que Évariste Ndayishimiye ne peut pas avoir du pouvoir sur eux. C'est cette clique de militaires, etc., qui aujourd'hui gouverne. C'est elle qui a pris le pouvoir, c'est elle qui a mis en place le gouvernement. C'est elle qui met en place aujourd'hui l'administration territoriale. Parlant toujours du souci de la sécurité au Burundi, le président du Forum pour la conscience et le développement
Fokodé appelle le gouvernement burundais à se ressaisir pour montrer qu'il y a à cœur la vie des gens. Pacifique Nazue se base sur les cas d'enlèvement de citoyens et de tueries qui ont continué de plus belle depuis la prise du pouvoir d'Evariste Ndayishimiye il y a 3 semaines seulement. Suivez Pacifique Nazue. Le premier exemple, c'est celui d'Anissé Ndayishimiye qui travaille dans une société de gardiennage Top Security en Ngozi, qui s'est présenté au travail le soir du 19 juin 2020, c'est-à-dire au lendemain de l'investiture du président Ndayishimiye. Il a été appelé au téléphone et il est sorti du lieu de travail pour répondre à cet appel. Et depuis ce moment, Anissé Ndayishimiye n'a jamais été retrouvé. L'autre exemple, c'est celui de la disparition de Christophe Nhabaresha, un Burundais d'origine rwandaise qui a disparu depuis le soir du 3 juillet 2020. C'est un comptable de la société Afritextile, anciennement connue comme Kotebu. Il est rentré le soir du 3 juillet, il est rentré du travail, mais il n'est pas arrivé à sa maison. Je disais aussi qu'il y a des cas où les victimes ont été retrouvées. C'est l'exemple de l'enlèvement de l'avocate maître Yvette Nyokindi, qui a été enlevée dans la ville de Bujumbura le 30 juin 2020, qui a pu être retrouvée le lendemain grâce à la collaboration d'ailleurs de plusieurs services. Il y a aussi des cas où des personnes enlevées ont été retrouvées déjà tués. Leurs cadavres ont été retrouvés parfois 2 à 3 jours après leur disparition. Et ici, je donne l'exemple de mademoiselle Marie-Annick Ndayishimiye, qui a disparu à Rutana le soir du 7 juillet 2020 à Musongati, commune Musongati de la province de Rutana. Et 2 jours après, le cadavre de Marie-Annick Ndayishimiye a été retrouvé à Musongati. La fille avait été égorgée. Voilà quelques exemples, mais nous avons plein d'autres exemples, beaucoup d'autres cas que nous avons documentés sur cette période. Nous demandons aux autorités burundaises de se ressaisir et de montrer qu'ils ont réellement à cœur l'importance de la vie humaine et que des choses vont changer par rapport à ce qui se passait sous le régime Nkurunziza. Et dans le domaine de la bonne gouvernance, les mandataires publics ont l'obligation de déclarer leurs biens et les prises de fonction et à la fin de leur mandat. C'est ce que stipule la loi burundaise mise en place en 2005, ainsi que les conventions de l'Union africaine et des Nations unies et ratifiées par le Burundi. Mais malgré l'existence de toutes ces lois, les autorités burundaises ne se sont jamais soumises à cette contrainte. C'est ce que regrette Gabriel Rufyiri pour le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. C'est ce qui explique l'enrichissement incompréhensible de certaines personnalités du Burundi. Suivez Gabriel Rufyiri. Vous savez bien qu'il y a déjà eu 3 mandats. Les lois étaient toujours là, mais ils ne l'ont jamais fait. La deuxième chose est que même s'ils le faisaient, en réalité, les instances judiciaires ne sont pas indépendantes. Elles ne jouent pas leur rôle. Elles n'écoutent que les injonctions de l'exécutif. Pour mieux vous faire comprendre, je vous rappelle que 70% du budget de l'État sont utilisés dans les marchés publics. Vous comprenez donc que c'est extrêmement important de sanctionner sévèrement le crime d'enrichissement illicite. Laissez-moi vous donner un exemple simple. L'ancien ministre de l'Énergie et des Mines, comme Manila Kiza, il a osé offrir gratuitement un immeuble à l'État. On sait tous qu'il n'a jamais fait un travail qui rapporte autant. Bof, c'est vrai qu'il a fait quelques travaux, comme des consultances ou des travaux d'études, mais il est quasiment impossible qu'il ait les capacités d'avoir un immeuble à offrir à l'État et ses propres maisons avec toutes ses richesses. Nous considérons cela comme un triple crime. L'enrichissement injustifié, le blanchiment d'argent et la corruption pour camoufler sa fortune. Tous ces crimes cumulés peuvent lui valoir 35 ans de prison.
Prenons l'exemple du Premier ministre, Alain Guillaume Bunyoni. Il loue un immeuble à la police alors qu'il en était le ministre. C'est impensable. L'enrichissement excessif dans les sphères publiques est évident. Il y a trop de crimes économiques incommensurables. Si vous voulez, on peut prendre des immeubles sous location de certains services étatiques, comme le bureau du service des renseignements, les locaux de la police, l'inspection générale de la police. Il s'agit d'immeubles appartenant à des personnalités publiques qui tirent l'argent des marchés publics dont je vous parlais. Éducation à présent, 2 élèves du lycée du lac Tanganyika qui réclamaient les diplômes n'ont pas raison. Après l'inspection du ministère de l'Éducation, ces élèves avancés qui sont victimes de l'ethnie et leur appartenance à la milice Imbonerakure. Mais l'inspection a expliqué que ces élèves n'ont pas surtout satisfait au cours d'option depuis le début de l'année. La direction du lycée de lac Tanganyika a profité de la même occasion pour confirmer son professionnalisme de traiter les enfants au même pied d'égalité et de respecter la loi en ce qui est d'avancement des enfants et les critères d'octroi de diplôme fixés par le ministère de l'Éducation. Santé à présent, certains centres de santé seront bientôt transformés en hôpitaux pour que chaque commune soit dotée d'un hôpital propre en elle. Annonce faite ce mardi par le ministère de la Santé, Tadé Ndikumana, au cours d'un point de presse. Parmi les critères, il y a l'éloignement des hôpitaux de districts déjà en place. Selon le ministre, c'est dans ce but d'aider la population à avoir accès plus facilement aux soins de santé. Suivez Tadé Ndikumana, ministre de la Santé. Nous avons montré à nos partenaires la cartographie des centres de santé que nous espérons transformer en hôpitaux communaux et pour qu'ils puissent se référer parce que dans son projet résilience, il y a des lignes budgétaires pour la réhabilitation des centres de santé. Nous voulons que chaque partenaire puisse prioriser les centres de santé qui deviendront des hôpitaux communaux. Et comme ça, le gouvernement de son côté va chercher les moyens pour les ressources humaines, mais aussi pour les médicaments et les équipements. Donc, on essaie de faire une synergie pour que d'ici la fin de l'année, on puisse commencer à inaugurer les hôpitaux communaux tels qu'annoncés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons donné des critères, je dirais, standards aux médecins provinciaux qui nous ont adressé des listes. Et le premier critère, c'est l'éloignement de l'hôpital de district, mais aussi l'aire d'attraction, c'est-à-dire la population qui avait des difficultés à accéder à un hôpital, mais aussi la facilité de transformation du centre de santé en hôpital. Donc, on a soumis le document à l'autorité supérieure pour qu'elle aussi puisse donner des avis et considérations. Mais sinon, nous voulons que d'ici la fin de ce mois, on puisse avoir un document qui indique quel centre de santé qui deviendra hôpital communal, mais aussi sur quelle colline on va ériger un poste de soins, quitte à ce que ce poste de soins puisse être doté d'un ou deux infirmiers qui vont travailler avec les agents de santé communautaire. Ces centres de santé avaient du personnel. Seulement, on va affecter des médecins généralistes. Sinon, les centres de santé fonctionnent. Et parallèlement, nous sommes en train de rédiger un paquet minimum qui sera destiné à un hôpital communal. Mais sinon, on va améliorer ce qui se faisait pour désengorger les hôpitaux de district. Sinon, les centres de santé sont fonctionnels. Seulement, il manquait des médecins. Nous voulons, d'ici la fin de l'année, dans ces 3 mois, et à travers le recrutement qu'on va faire, affecter des médecins généralistes, 2 ou 3 médecins qui vont pouvoir travailler avec les infirmiers qui étaient sur place.
Justice, on va de clore ce journal. Les 4 reporters du groupe d'oppression Iwachu totalisés sur le mercredi 268e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende de 2 millions chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. La Cour d'appel de Nahangwa a confirmé les peines prononcées par le tribunal de grande instance de Bubanza, dont le siège était constitué de Parfait Moufouni comme son président, Iwi Tonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, lui, il avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Il s'agit de Christine Kamikaze, Agnès Ndiroussa, Terence Moses et Jide Herelimana qui sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. À nous revoir.